Salut YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous l'avez vu sur la miniature, dans cette vidéo, on va s'attaquer à la situation de la Juventus de Turin. Après le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United et un début de championnat catastrophique, la machine piémontaise est bloquée à la 16e place du championnat italien. Alors comment une équipe aussi historique ne prend qu'un seul petit point en 3 journées, pendant que l'AS Roma, l'AC Milan et Naples ont eux fait carton plein. C'est parti pour un nouveau concept sur la chaîne, c'est parti pour le point mercato de la Juve. La Juventus sort d'une saison sans le titre de Serie A, l'Inter ayant mis fin à une domination totale de la vieille dame ces dernières années en Italie. L'équipe aborde donc le championnat italien d'un point de vue revanchard, parce qu'avec un trophée assuré à 4 journées de la fin la saison dernière en Italie, l'Inter a dominé les débats. Et le pire, c'est que ce n'est même pas un hasard puisqu'il y a 2 saisons, ils avaient fini à un point du titre derrière la Juventus. Ce triomphe de l'Inter, il scelle un peu la fin d'un cycle doré pour la Juventus et l'échec d'un pari osé, celui d'Andrea Pirlo en tant que coach. Propulsé sur le banc turinois l'été dernier sans aucune expérience d'entraîneur professionnel pour remplacer un Maurizio Sarri douteux. Avec Andrea Pirlo, la Juve qui était favorite sur le papier n'a jamais trouvé d'équilibre entre un Cristiano Ronaldo toujours aussi monstrueux mais qui a du mal à se fondre dans le collectif, un Paolo Dybala trop absent et des patrons sur le déclin comme Bonucci ou Chiellini. Bien entendu, je parle avec un point de vue de la saison dernière, parce que la paire Chiellini-Bonucci a fait un très bon Euro. Mais du coup, pour revenir à notre sujet, après ces 9 titres consécutifs, qui avaient marqué le retour au premier plan du club de Turin, la Juve se retrouve à batailler pour rester dans le top 4, synonyme de Ligue des Champions. Le vent est donc bel et bien en train de tourner du côté de nos amis italiens, mais quelle réponse est apportée du côté de Turin ? Du côté des finances du club piémontais, les choses ne vont pas mieux. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus ne va pas bien. Auparavant, ça n'allait déjà pas financièrement, mais désormais, ça s'est accentué. Déjà en difficulté la saison passée, ça tire la sonnette d'alarme côté financier. Le conseil d'administration du club a confirmé que les pertes affichées par le club étaient de 209 millions d'euros au 30 juin 2021. C'est un chiffre particulièrement inquiétant comparé notamment à celui de la saison précédente qui atteignait seulement, entre guillemets, 90 millions d'euros de déficit. Le président Agnelli a indiqué que la dette totale de la Juve avoisinait désormais les 400 millions d'euros. L'impact de la crise sanitaire et ses conséquences expliquent en priorité ces chiffres dramatiques, même si, avec la hausse des droits TV en Italie, ça peut un peu aider à limiter la casse. Vous êtes bien informé, hein ? Avec un déficit pareil, il faut forcément des départs, de l'argent qui rentre, des ventes. Et c'est ce que la Juve a fait, même s'ils se sont principalement concentrés sur des prêts de jeunes à haut potentiel, il y a quand même eu 2-3 départs. Quand on parle de départ de la Juventus, on est obligé de citer l'un des transferts de ce mercato complètement fou, Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le 31 août, le club mancunien annonce avoir trouvé un accord avec CR7 pour un contrat de 2 ans plus une année en option, tout ça pour 15 millions d'euros. C'est peu, mais il lui restait 1 an de contrat à la Juve, donc c'est à peu près normal, c'est dans les standards du marché. Meri Demiral est lui parti en prêt à l'Atalanta, c'est pas beaucoup, mais le prêt rapportera tout de même 3 millions d'euros à la Juve. En parlant de l'Atalanta, ils leur ont aussi vendu Cristiano Romero pour 16 millions d'euros. Voilà donc, 3 départs majeurs, le reste c'est des prêts non payants, ça nous fait un total de 34 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'équipe italienne. Comme on l'a dit précédemment, Cristiano Ronaldo n'est plus là. C'est une Juventus à la recherche de leaders, ou du moins de leaders à en devenir, qui agit sur le mercato 2021-2022. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Je dis leader à en devenir parce que quand on jette un œil au recrutement turinois, c'est plutôt des profils d'avenir. C'est surprenant étant donné que Cristiano c'est un monstre d'expérience, 5 fois Ballon d'Or, 5 Ligues des Champions, c'est un gars qui impose quelque chose dans un vestiaire. Mais son départ n'est pas pallié, en tout cas pas par un profil similaire. Mais disons que c'est un choix sportif comme un autre après tout. Bizarre. Pour les achats du club, on va commencer par le moins cher et le moins connu je pense. Caio Jorge, 19 ans, annoncé comme le prochain prodige à sortir de la célèbre Académie de Santos, la même équipe que Neymar. Recruté pour 3 millions d'euros, une somme dérisoire pour un jeune classé comme l'un des footballeurs les plus prometteurs du Brésil.
En effet, c'est un transfert où le géant italien a peu à perdre, surtout vu le prix. Bon, en ce moment il est blessé, mais c'est pas grave, on le verra à l'avenir. Il évolue en pointe et je pense qu'il sera loin derrière la hiérarchie des attaquants. En tout cas, il sera forcément derrière Morata, Moise Kean et je pense même qu'il sera derrière Dybala en pointe si les deux autres sont blessés. Mais comme on a dit, c'est un jeune, il faut lui laisser du temps. On enchaîne avec le milieu offensif, Mohamed Yataren. Pour les joueurs de FM, ce nom vous dira sûrement quelque chose. C'est un des plus grands espoirs néerlandais. Il a quitté le PSV Eindhoven pour 5 millions d'euros. On a un transfert avec un profil un peu similaire que Caio Jorge. C'est un gars de 19 ans qui est à l'aise dans l'axe même si on n'a pas pu le voir à l'œuvre, étant donné qu'il a été prêté à Sampdoria dans la foulée de son transfert. Étonnant, non? Pour celui-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un transfert? L'ancien joueur formé par la Juventus, Moise Kean, rentre à la maison. Le joueur, auteur de 17 buts la saison dernière avec le PSG, toutes compétitions confondues, revient sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 17 millions d'euros. On passe maintenant à l'avant-dernier achat du club turinois, Weston McKennie. 23 ans, c'est un peu plus âgé que les précédents, mais ça reste encore très jeune pour un club comme la Juve. L'originaire du Texas arrive tout droit de Schalke 04 pour un montant de 20 millions d'euros. Le deuxième transfert le plus cher de la Juve cette année. On termine donc avec le plus cher, l'une des révélations de cet euro et de ces derniers mois, j'ai nommé Manuel Locatelli. Le milieu italien de 23 ans était également courtisé par plusieurs clubs de première ligue, mais ne voulait rien d'autre que la Juve. Il est recruté pour 35 millions d'euros payables sur 5 ans. Tous ces transferts, ça donne donc un montant total de 80 millions d'euros. En soi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça cohérent. On a pas mal de profils similaires, la moyenne des transferts c'est quand même 21 ans, on a 2 joueurs de 19 ans, un de 21 ans et 2 de 23 ans. On voit que la Juventus essaye de miser plus sur des profils de jeunes, des joueurs sur qui tu peux compter sur les prochains mois, voire sur les prochaines années. Quand on fait le point mercato d'une équipe, on est obligé d'évoquer l'entraîneur. Et ça tombe bien parce que c'est le retour d'un des personnages les plus marquants de la vieille dame, Massimiliano Allegri. Si je devais dresser un profil d'entraîneur, pour Allegri, je dirais que c'est un très bon meneur d'hommes, il a cet aspect un peu psychologie positive envers les joueurs, un aspect qu'on retrouve aussi chez des entraîneurs tels que Thomas Tuchel, Pochettino ou encore Bielsa. Mais là, plus que de la gestion, on est sur de la reconstruction. Car oui, ce deuxième mandat n'a rien à voir avec le premier pour l'entraîneur italien. On l'a vu dans les chapitres précédents, le contexte n'est pas le même déjà. Et si on prend du recul, la Juve a quand même perdu assez de tauliers. De Mario Mandzukic à Blaise Matuidi, en passant par Sami Khedira ou encore Pjanic, d'ailleurs on peut même citer Cristiano et Higuain, tous ces éléments me font penser qu'Allegri est plus dans un rôle de bâtisseur, de donneur de confiance, même si c'est pas très français, qu'il l'était lors de son premier mandat. Mais est-ce que c'est vraiment un point fort d'Allegri? Car à vrai dire, on ne l'a jamais vu dans ce registre-là. Même au niveau du style de jeu, il a un style de jeu qui mise sur un jeu de transition avec un bloc solide, et on reconnaît pas du tout ça dans les derniers matchs. Par exemple, contre Naples, le week-end dernier, la Juve a fini la première mi-temps avec 31% de possession. Elle n'avait plus été aussi dominée dans ce comportement du jeu depuis le 1er décembre 2017. Je trouve que ça en dit long sur le comportement de cette équipe. Après, au moment où je m'enregistre, la Juve a un match contre un de ses plus grands rivals, le Milan AC, en fin de soirée. Et peut-être que ce sera tout le contraire et que la Juve va éblouir tout le monde, et j'en serai le premier surpris. Mais ça ne change pas le fait que la question qui se pose en Italie reste la même. Savoir si l'entraîneur dispose vraiment des joueurs pour imposer cette idée. Parce que si t'as des joueurs comme Juan Cuadrado, Moise Kean, Morata ou Kulusevski qui semblent coller à cette approche de jeu vers l'avant, un peu à la Liverpool, avec toute proportion gardée bien entendu, vu que Allegri est plus titillant dans l'approche défensive que Klopp, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour Manuel Locatelli, Arthur ou Paulo Dybala, qui sont plus habitués à garder le ballon et à maintenir la possession? Tout ça, c'est autant d'interrogations, je trouve, qui plongent la saison turinoise dans un perpétuel questionnement. Et le questionnement est cruel, car il ne laisse pas de place à l'urgence. Le souci est qu'il y a déjà urgence à la Juve. On aborde donc l'avant-dernier chapitre de cette vidéo, le joueur qui est selon moi à suivre. Je vais pas faire dans l'originalité sur ce coup, je vais désigner un des éléments clés de la réussite de la Juve cette saison selon moi, Paulo Dybala. Et quand je parle de réussite, je parle autant sur le plan national que sur le plan européen. Celui qui était la star des Bianconeri avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus peut reprendre sa place de leader d'attaque s'il est bien sûr épargné par les blessures. C'est un de ses points faibles malheureusement, il fait partie des joueurs de Serie A les plus blessés lors d'une saison, mais je pense que ça peut être l'éclaircie de la saison de la Juve, d'autant plus qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. On sait tout le bien qu'il est capable d'apporter, que ce soit offensivement ou même dans la maîtrise quand il faut tenir un score,
On le sait qui plus est, Allegri lui fait confiance pour tenter de porter l'équipe et la relancer après le début de saison compliqué. Et même les supporters de la Juve louent Dybala comme un acteur clé de l'ère post-Ronaldo. Il devrait même être aligné dimanche soir pour la réception du match contre Milan, dont je vous parlais lors du précédent chapitre. D'autant plus que d'après Sky Sport Italia, l'entourage du milieu offensif de 27 ans serait en négociation avec la direction piémontaise pour une prolongation. Affaire à suivre donc pour la pépite argentine. Continuez Jackson, vous m'intéressez. On attaque direct avec le dernier chapitre de la vidéo, la composition probable de l'équipe pour cette saison 2021-2022. En ce moment, la Juve varie beaucoup son plan de jeu, il n'est pas encore rodé, du coup il change, mais il y a des lignes qui commencent à se dessiner. Avec Dybala en capitaine, la Juve aussi entre le 4-3-1-2 avec un duo Dybala-Morata en attaque et Bentancur ou Rabiot en point de base du trio d'attaque. Il tente aussi le fameux 4-3-3 classique avec Kulusevski et Bernardeschi sur les ailes. A noter que Bernardeschi c'est uniquement à cause de la blessure de Chiesa, je pense qu'il perdra rapidement sa place. Mais j'ai l'impression qu'ils évolueront plus avec un 4-4-2, c'est d'ailleurs avec cette formation qu'ils ont réussi à obtenir leur première victoire de la saison, 3-0 contre Malmö en Ligue des Champions. C'est la formation qui correspond le mieux à Allegri je pense, avec deux lignes bien compactes, Dybala qui joue dos au but, un peu en faux numéro 9, Par contre, à noter la faiblesse des latéraux, avec un Alexandro qui se fait vieux, qui est clairement sur le déclin, et un Danilo qui peine à trouver sa place dans le collectif turinois depuis maintenant 2 ans. En profondeur de banc, c'est intéressant au milieu, mais encore une fois, sur les ailes, c'est vachement limité. Les postes ne sont pas doublés. Si par exemple Alexandro se blesse demain, qui est latéral gauche ? Il y a Luca Pellegrini, mais trop incertain, ou encore Macha de Chiglio, qui revient d'après assez peu productif à Lyon, qui peut dépanner à gauche même s'il est à droite de nature. Mais voilà, ce n'est pas terrible. En tout cas, nul doute que cette équipe de la Juventus sera une des équipes à suivre cette saison, pour voir s'ils arrivent à retomber sur leurs pattes. Voilà les gars, c'était le premier épisode du Point Mercato, j'espère que c'était pas trop chiant, j'essaie un peu de travailler le format et d'essayer de raccourcir et d'aller à l'essentiel au maximum. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez d'autres équipes pour lesquelles vous voulez un épisode, dites-le moi aussi, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.